Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek que je vous ai concoctée spécialement alors que je serai en vacances pendant 2 jours. Une actualité énorme, vous allez voir, avec en particulier le Computex qui revient sur AMD, le FSR, le Fidelity Super Resolution. On va parler également de Nvidia rapidement, RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Les cartes qu'on ne verra peut-être jamais. On va parler en particulier d'exclus Xbox un peu étranges sur le Dolby Vision et le Dolby Atmos. On va revenir sur Flight Simulator 2020. On a quelques news dessus. On va revenir aussi sur la pénurie. Et oui, Intel, le patron d'Intel est revenu sur la pénurie. Je vais dire ce que j'en pense. On va revenir aussi sur le Summer Game Fest, en particulier pour Sony. Vous savez, c'est l'événement en parallèle de l'E3. On va revenir sur un GPU spécialement, c'est-à-dire un GPU chinois qui pourrait bien dans l'avenir bousculer un peu la donne, ce qui serait assez intéressant. On va parler de BioShock 4, on va parler aussi de Knockout City, un jeu multijoueur, et on va finir sur un Hisense, téléviseur Hisense U8G. Vous voyez, le programme est assez chargé. A tout de suite. Alors commençons par les petites news. RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, on a les prix. Visiblement ce serait 619 € pour la RTX 3070 Ti, qui est un tout petit peu plus puissante que la 3070 tout court, donc c'est assez intéressant. De toute façon à ce prix là c'est hyper intéressant je dirais, vu le prix de la RTX 3070 tout court. Et la RTX 3080 Ti, elle serait un peu plus chère, elle serait à 1219 €. Eh bien, donc un peu plus que ce que j'avais prévu, mais après tout, oui, c'est presque l'équivalente d'une 3090, sauf côté VRAM, puisqu'on n'a que 12 Go au lieu de 24 Go pour la 3090. Mais sinon, en termes de performance, elle a l'air quasiment équivalente à la 3090, donc c'est une carte quand même assez balèze, on peut le dire, et donc très intéressante pour ce prix-là, pour ceux qui veulent vraiment le top du top. Bon, mais il ne reste plus qu'à les choper, excusez-moi le terme, mais il ne reste plus qu'à les choper, ce qui va être excessivement difficile, comme d'habitude. Je vais tenter, moi, de mon côté, une RTX 3070 Ti, ce qui me sera largement suffisant pour ce que je veux faire. Vous me direz en commentaire ce que vous allez essayer de faire, ce que vous allez essayer d'avoir, peut-être, en sachant qu'on est très nombreux à vouloir des cartes, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde, comme d'habitude. Autre news rapide, on a appris que Xbox avait pris un contrat d'exclusivité avec Dolby sur le Dolby Vision et le Dolby Atmos pendant 2 ans, à partir d'ailleurs de maintenant de 2021. On sait que d'ailleurs que le Dolby Vision et Atmos vont arriver dans les jeux sur Xbox en l'occurrence, donc c'est assez intéressant. Alors pourquoi ils ont fait ça? On peut se le demander parce qu'après tout Sony pour l'instant sur la PS5 il n'y a pas de Dolby Vision, je vous le rappelle, de Dolby Atmos, donc ce contrat d'exclusivité ne concerne que les consoles bien évidemment, Nintendo, la future Switch Pro en l'occurrence, et la PS5. Et donc la PS5 n'a pas pour l'instant de Dolby Vision, mais après tout effectivement Xbox se protège un petit peu parce que je vous rappelle quand même que Sony, eux, ils ont mis en avant le Dolby Vision pour leur téléviseur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la norme HDR10+ de Samsung, mais bien la norme Dolby Vision, Dolby Atmos, pour leur téléviseur. Ce qui veut dire que peut-être qu'un jour, la PS5 aurait pu passer en Dolby Vision, Dolby Atmos. Ce qui m'étonnerait fortement, ils l'auraient fait d'après moi depuis le début Sony, mais on ne sait jamais. Et donc au moins Xbox se réserve ce panel en exclusivité, voilà, on est dans la guerre des exclus apparemment de tous les côtés. Un petit tour du côté de Flight Simulator 2020 de Asobo Studio, Asobo que j'adore, ce studio bordelais qui a fait en particulier Plectol Innocence que j'ai adoré et qui donc, Flight Simulator 2020 va arriver bientôt, Game Pass, enfin va arriver en août normalement, mais ce sera plutôt peut-être en septembre-octobre, sur Xbox Series X et S, si tout va bien. Alors on a appris qu'effectivement le jeu va baisser, d'ailleurs sur PC aussi, de 170 Go, ce qui est juste énorme en place, à 86 Go. Bon, ça fait pas mal quand même déjà, mais c'est déjà mieux, c'est la moitié moins, c'est déjà pas mal, et paraît-il sans aucun compromis. On verra ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce jeu sur Xbox Series X, et sur Xbox Series S aussi, ce que ça va donner, comment ils vont faire pour faire tourner ce jeu-là sur ces 2 machines, et qu'est-ce qu'on aura comme résolution, qu'est-ce qu'on aura comme performance, sachant que c'est un jeu très lourd, même sur des cartes nouvelle génération, dans certains endroits, comme Paris, comme New York, c'est-à-dire les villes où il y a beaucoup d'items, beaucoup d'assets à afficher. Donc on verra ce que ça va donner sur la Xbox Series X et la Xbox Series S, et en tout cas c'est bienvenu pour les SSD, surtout pour le SSD de la Xbox Series S, qui je vous rappelle ne fait que 500 Go, et encore il faut enlever le système d'exploitation et le Quick Resume. Alors on va rapidement parler de pénurie, parce que le patron de Intel a dit que ça allait durer encore plusieurs années, probablement.
Bah en fait, il a raison et il a tort, entre guillemets. Ça veut dire qu'il a raison, oui, la pénurie va durer dans le sens où la demande est toujours plus forte que l'offre et elle le sera pendant de nombreuses années. En fait, le problème, comme je vous l'ai expliqué depuis longtemps, c'est que l'offre a énormément augmenté. Ben oui, toutes les nouvelles technologies, la 5G qui arrive, la domotique, l'automotive. Vous savez, dans les voitures, il y a énormément de puces, il y en a plusieurs centaines maintenant, alors qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait quasiment rien. Il y a également, bien entendu, tout ce qui est PC, tout ce qui est GPU, tout ce qui est APU, etc., etc. Bref, tous les équipements, les mobiles, j'en passe. Donc, la demande explose et l'offre diminue au contraire. Pourquoi elle diminue? Parce qu'il y avait beaucoup de fabricants de plaquettes de silicium. Il y en a toujours autant, entre guillemets, mais beaucoup ont jeté l'éponge, je vous l'ai déjà expliqué, sur le 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres et moins, parce que ça coûte excessivement cher à faire, à construire une fab. Même si ça rapporte beaucoup après, la preuve TSMC numéro 1 en tant que fondeur dans le monde. Et donc, bien entendu, moins de fab, plus de demandes, pénurie. Mais ceci dit, il y a plein de fabs qui sont en construction, chez Intel, chez TSMC, et également chez Samsung et chez d'autres. Donc la pénurie va durer, oui, parce que construire une fab, ça prend plusieurs années avant qu'elle ne tourne en production. Et effectivement, on peut dire donc 2-3 ans de difficultés à venir, mais ceci dit, si vous regardez les chiffres de Sony, par exemple de la PS5, il sort à peu près 1,5 million d'unités par mois. Et oui, si vous regardez par exemple entre mars et avril, il y a eu 1,5 million d'unités produites. Je crois qu'actuellement, on est entre 8 et 9 millions, peut-être même 10 millions d'ailleurs, de PS5 vendus fin mai, 10 millions de PS5. Ce qui veut dire qu'on sort à peu près 1,5 million d'unités par mois. Si ça continue comme ça fait quand même presque 17-18 millions d'unités par an. Donc ça veut dire que quand même, sur 2-3 ans, il va y avoir 40-50 millions d'unités de produites. Pénurie peut-être, mais quand même, c'est pas une pénurie catastrophique. C'est difficile aujourd'hui de trouver une PS5, mais il y en a en réassort régulièrement. Une Xbox Series X, c'est pareil, mais il y en a en réassort. Le plus difficile, effectivement, c'est les cartes graphiques, mais on connaît le problème. Ça vient surtout du fait qu'il y a du minage dessus, et donc il y a pas mal de scalpers qui prennent les cartes en l'occurrence, et également les mineurs. Donc un peu plus difficile, et d'autant plus difficile que je pense que les commandes sont moins importantes que pour les consoles côté TSMC et côté Samsung, côté fondeur. Donc on verra ce que ça va donner, mais il ne faut peut-être pas trop se catastropher quand même. Oui, il y aura pénurie et ça va durer longtemps, je l'avais d'ailleurs dit depuis longtemps dans différentes vidéos, mais quand même il faut garder espoir. Alors on a peut-être appris que BioShock 4 serait une exclue PS5. Ah attention, c'est un insider qui a dit ça, et il n'a pas dit ça parce que j'ai entendu ça chez un YouTuber. Non, il a dit que ce serait peut-être une exclue, c'est-à-dire que Sony voudrait que ce soit une exclue, ce n'est pas encore finalisé. Bon, ben c'est logique, je vous le dis. Alors, je ne vais pas parler du jeu en lui-même, je vais plutôt parler de la politique de Sony. Ben oui, elle est exactement la même que celle de Xbox, qui va peut-être nous faire des annonces d'ailleurs dans l'E3. Eh bien, c'est que oui, Sony se bat pour avoir des exclus, comme ils l'ont fait déjà avec, par exemple, Returnal et d'autres jeux. C'est les exclus qui poussent en avant, c'est les exclus qui poussent les consommateurs à aller vers les consoles, vers une marque. Donc oui, ça me paraît logique, c'est donc tout à fait possible à vérifier quand même, et je prends donc des pincettes avec ce titre-là, avec BioShock 4, on va attendre quand même la confirmation. Cloud City arrive sur le Game Pass, vous savez c'est un jeu EA, et il arrive sur le Game Pass, donc Day One comme d'habitude, et en l'occurrence il arrive également gratuit pour tous les autres, c'est-à-dire que sur les autres plateformes vous pouvez le prendre, il est gratuit jusqu'à arriver au niveau 25. Donc ça c'est pas si mal que ça vous permet de tester le jeu en profondeur, c'est un jeu multijoueur où au lieu d'aller tirer sur les gens, un peu à la Call of Duty, eh bien vous allez avoir, au lieu d'un fusil et des balles de fusil, vous allez avoir une balle tout court, et une balle avec des propriétés un peu particulières, et si vous shootez sur la personne, un peu comme au handball en l'occurrence, eh bien vous allez toucher la personne qui va perdre un point de vie, vous avez 2 points de vie, et au bout de 2 points de vie, hop, la personne est éliminée, et vous avez gagné. Donc, entre parenthèses, c'est un jeu qui se joue à 3 contre 3, mais aussi 1 contre 1. Il y a différents types de balles, en l'occurrence des balles explosives, des balles multiples qui vous permettent de faire différents tirs, des balles par exemple au football américain qui vous permettent de tirer très très loin et avec un tir surpuissant, bref, différents modes de jeu, ça a l'air très dynamique, à voir, à essayer. Il y a eu des bonnes notations dessus, entre guillemets, hein. C'est donc dans un système un peu urbain, il y a différents plateaux de jeu. Donc voilà, à voir, à essayer, c'est un nouveau multijoueur. Moi personnellement je ne l'ai pas essayé, je ferai peut-être quelques parties juste pour essayer, mais je vous avoue franchement que le multijoueur en ce moment j'ai un peu arrêté parce que ça prend énormément de temps, et donc comme je n'ai déjà pas le temps de faire les jeux en solo, entre guillemets, les multijoueurs, j'évite. Parlons maintenant du GPU chinois, et oui, les Chinois. Ça pourrait faire rire, mais je pense que Nvidia et AMD ne rigolent pas trop, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a un GPU qui est apparu
En gros, c'est un mélange, c'est un GPU si vous préférez pour les data centers, pour tout ce qui est intelligence artificielle, et c'est un GPU qui mêle également une partie CPU, c'est-à-dire qu'il fait des traitements un peu différents de ce que peut faire le GPU en plus. On peut dire que c'est un APU, c'est pas tout à fait un APU, mais quand même ça s'en approche un petit peu. Et ce GPU, il se montre assez véloce, pour pas dire assez puissant. En tout cas, les Chinois en sont très très fiers. Il afficherait quand même en FB32 37 teraflops, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il serait supérieur même à ses concurrents comme le A100 de Nvidia par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant c'est réservé effectivement au data center, à tout ce qui est, on va dire, grosse solution professionnelle. Mais si ça s'avère que ça marche, il pourrait très bien, les Chinois, débouler sur le marché des joueurs. Et oui, les entreprises chinoises pourraient s'intéresser à cette manne qui est assez énorme. Donc ça m'intéresse parce qu'effectivement ça retournerait un peu le jeu, à voir dans le futur effectivement s'il n'y aurait pas des GPU, des cartes graphiques chinoises qui pourraient arriver. Et je vous rappelle qu'on pouvait peut-être sourire vis-à-vis des téléviseurs de Chine il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui on ne sourit plus du tout, en tout cas les fabricants de téléviseurs ne sourient plus du tout devant Hisense et devant TCL. Donc attention, attention, effectivement très vite la situation pourrait se retourner, d'autant plus que je vous rappelle que la Chine est en train de préparer quoi? Des fabs 7 nanomètres. Actuellement le B-Island est fabriqué chez TSMC, il y a de fortes probabilités, même si ce n'est pas dit, en 7 nanomètres. Mais dans le futur, donc 24 millions de transistors quand même, et un TDP de 300 watts, je vous précise. Mais dans le futur, il pourrait très bien arriver dans une fab chinoise. Car les Chinois, après la crise qu'il y a eu avec Trump, je vous rappelle les difficultés qu'il y a eu avec Trump, ont décidé de prendre leur totale indépendance et donc sont en train de monter des fabs 7 nanomètres et probablement dans le futur 5 nanomètres et 3 nanomètres. Et moi je pense qu'ils réussiront sans aucun problème. Parlons rapidement du Summer Game Fest qui va arriver, qui va débuter le 10 juin, je vous rappelle, et où il va y avoir Sony. Sony qui est sorti de l'E3, mais qui participe au Summer Game Fest. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer de Sony? Donc il faut d'abord savoir qu'ils ont dit avant qu'il allait avoir 25 nouveautés, dont 12 nouvelles licences. C'est assez intéressant parce qu'on pourra en découvrir peut-être quelques-unes. Ils vont peut-être présenter aussi des nouvelles images de Kena Bridge of Spirit qu'on attend avec impatience. On verra quand il sort. Il devrait sortir en août, normalement fin août. Je pense qu'il sortira peut-être en automne. On verra s'il n'est pas encore un peu retardé. Il y a des bruits comme quoi il devrait peut-être y avoir des images de GTA V, vous savez, la refonte de GTA V en next-gen en l'occurrence, peut-être durant ce Game Fest, à voir, ce n'est pas sûr du tout. Il peut y avoir aussi des news sur God of War Ragnarok, alors c'est marrant parce que je regarde actuellement une série sur Netflix qui s'appelle Ragnarok, une série norvégienne. Donc voilà, God of War, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va sortir de ses cendres plutôt? Est-ce qu'on va avoir enfin des premières images? J'ai quelques doutes honnêtement. Enfin de toute façon, il ne sortira pas pour moi avant 2022. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour le dire. On peut parler aussi bien entendu de Gran Turismo 7 qui lui aussi risque d'être repoussé en 2022. Mais on pourra avoir quand même peut-être un peu plus que quelques images. À voir, et surtout, Sony sont des spécialistes des surprises, donc ils nous ont préparé peut-être une surprise qu'on n'attend pas du tout, une nouvelle licence en l'occurrence, qui nous hyperait beaucoup. J'espère, on verra. Ils peuvent parler aussi du VR2, même si je pense qu'il n'est pas prêt, vous savez, le casque de réalité virtuelle, une nouvelle version, et pourquoi pas de leur transport, de leurs grandes exclusivités sur mobile, même si de ce côté-là, ça m'intéresse beaucoup moins. Parlons maintenant de AMD, du Computex de AMD en l'occurrence, qui ont parlé du FSR, du Fidelity Super Resolution. Ils ont présenté les résultats, des premiers résultats dessus, où on voit par exemple sur une 6800 XT, 49 fps, 4K Ray Tracing, et on passerait à 78 fps en plus Ultra Quality, c'est-à-dire vraiment une résolution quasiment équivalente au 4K natif selon ce que dit AMD. On aurait donc ainsi sur ce jeu 59% de gain, ce qui n'est quand même pas négligeable. On passe de 49 à 78, effectivement on peut dire que c'est quand même pas négligeable. Ils ont d'ailleurs 4 modes entre guillemets, c'est-à-dire l'Ultra Quality, le Quality, le Balanced qui est grosso modo le moyen, et le Performance pour aller au plus vite. Et sur ce jeu-là, ils ont présenté, et le Performance, le maximum, va jusqu'à 150 fps, ce qui est quand même assez fabuleux. Attention, il faudra voir visuellement ce que ça donne en comparaison pour voir qu'est-ce qu'on perd en termes de détails. La fidélité, comment elle est rendue, c'est-à-dire le 4K natif Ray Tracing qu'on a au départ, qu'est-ce que ça devient en performance. Alors pour rappel, bien entendu, ces 4 modes, comment ils font? Eh bien c'est tout simple, AMD, d'après le brevet qu'ils ont présenté, ils vont prendre une image plus ou moins importante au départ, grosso modo le performance va peut-être partir du Full HD pour aller au 4K natif, alors que le Ultra Quality va partir du 1800p, et le Quality peut-être de 1600p, et le Balanced par exemple de 1440p. Vous voyez, on prend une résolution différente de départ et ensuite on arrive au 4K, en l'équivalent du 4K natif
par un upscaling dit intelligent. Alors la technique de AMD, c'est qu'elle est portable partout. Ils ont fait un petit clin d'œil d'ailleurs à Nvidia avec la GTX 1060, le Godfall toujours le même, où ils ont fait un essai et ils montrent que de 27 en 1440p sans ray tracing, je précise quand même, de 27 fps, ils sont passés, je crois, à 37 fps ou quelque chose comme ça. Grosso modo, ils ont montré qu'effectivement, ils pouvaient rendre le jeu jouable grâce à leur technique. Donc, je vous répète, on verra un peu plus en détail en termes de perte de résolution et surtout comparativement au DLSS de Nvidia, ce que ça va donner. Mais pour moi, bien entendu, le DLSS restera supérieur parce que le DLSS possède bien entendu du hardware spécifique, les Tensor Core, alors que AMD utilise une technique plutôt logicielle. Mais ça ne veut pas dire que le système est mauvais, loin de là, et on va voir justement ce que ça donne dans les semaines et dans les mois à venir. Précision importante pour finir sur ce FSR. Il faut savoir que les studios, dans les deux cas, doivent adopter le système. On a vu que Unreal et Unity avaient adopté le système DLSS de Nvidia. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'adopteront pas le système aussi de AMD. Mais AMD a déjà convaincu 10 studios de travailler avec eux en partenariat. Donc c'est un combat de titan comme toujours pour imposer sa norme. Et on va finir rapidement sur du téléviseur Hisense U8G, qui a été testé par Airthings, dont j'ai confiance, aux États-Unis et qui a donné une très bonne note. Je crois que c'est 8,4 au global, ce qui est quand même très bon pour un LCD. Je vous précise, c'est un LCD. Et pourquoi ils ont donné cette note-là? Parce qu'il déjà, il correspond à tous les critères. Il est totalement gaming. Il faut savoir qu'il est 120 Hz, 4K 120 Hz bien entendu, qu'il a un temps de latence, un temps de réponse si vous préférez, en 4K 120 Hz, mais aussi en 1080p, mais aussi en 1440p, et bien un temps de latence qui est inférieur à 6 millisecondes, c'est vraiment exceptionnel, qu'il a un pic de luminosité qui doit tourner autour de 1600 candelas par mètre carré, au maximum, mais quand même c'est super lumineux. En termes de blooming, eh bien écoutez, il a 132 zones au minimum, parce qu'à côté il y a marqué je crois 360 zones en 65 pouces et 132 en 55 pouces, ça m'étonne, parce que la différence d'écart de diagonale ne justifie pas autant de zones en plus sur le 65 pouces. Mais il a au minimum 132 zones, et bien c'est plus que le TCL C825 qui en a 120 zones en mini LED. Donc ça veut dire qu'en termes de blooming, cet écran il est quand même pas si mal que ça, même si ça ne vaut pas un OLED bien entendu. Comme tous les téléviseurs chinois, je l'ai déjà expliqué, TCL et Hisense, il est HDR10, HDR10+, Dolby Vision et même DTS. En plus bien entendu VRR et VRR Day One, contrairement à certains téléviseurs de Sony, dont je ne reviendrai pas dessus, et eARC bien entendu. Donc ça veut dire qu'il possède tout. Voilà, grosso modo. La qualité visuelle, apparemment, si on écoute Airthings, elle est là. Pour un LCD, bien entendu. Il reste à voir le prix parce que pour l'instant, je n'ai pas vu les prix. Si vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que, effectivement, ça c'est le modèle américain qui a été testé, le U8G. Est-ce que c'est le U82G qui est en Europe, qui est l'équivalent? Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. Donc, on va surveiller ça. On va surveiller le Hisense, on va surveiller le TCL C825 pour voir effectivement si ce Hisense n'est pas égal, voire supérieur en termes de qualité-prix au TCL C825. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!